Bonjour et bienvenue dans ce webinaire organisé conjointement par le Policy Center for the New South et l'UNECA, United Nations Economic Commission for Africa, autour du sujet de la transformation structurelle au Maroc avant et post-Covid. Je vous présente nos panélistes, à commencer par M. Zoubeir Ben Hammouche, économiste à l'UNECA, M. Al-Arabi Jaidi, senior fellow au Policy Center et ex-professeur à la faculté Mohamed V de Rabat, et M. Abdelaziz Eitali, économiste au Policy Center. L'économie marocaine aspire à réussir sa transformation structurelle et à réallouer son facteur de travail vers des activités les plus productives. C'est ainsi que la montée en puissance de nouveaux secteurs manufacturiers, à l'instar de l'automobile ou l'aéronautique, s'est avérée une réussite majeure des politiques industrielles au Maroc, qui désirent faire du pays un hub industriel du premier ordre dans la région et le continent. Ceci dit, l'économie marocaine reste bien engagée dans un processus de tertiarisation qui intervient parfois aux dépens du secteur manufacturier. Dans ce contexte sanitaire très particulier, le processus de transformation structurelle peut être confronté à de nouveaux défis majeurs. Mais il peut également s'appuyer sur des fenêtres d'opportunité au vu des réorganisations des chaînes de valeur mondiales qui se profilent à l'horizon. On commence notre panel par une première question qui est, à votre avis, quel est le bilan d'étape du processus de transformation structurelle de l'économie marocaine? Et je cède la parole à M. Zoubeir Ben Hammouche. Merci pour cette introduction. Merci pour cette invitation à participer à ce panel. Ce que je vais faire, c'est présenter quelques faits, hein, et puis ensuite, M. Jaidi et M. Abdelaziz Eitali pourront, en tant que sans doute économistes qui connaissent très finement l'économie marocaine, apporter un éclairage ou une contradiction à ce que je vais dire. Donc, je vais présenter quelques données sur le Maroc et d'autres pays de la sous-région économique qui ne sont pas de la sous-région et qui peuvent être comparés à celles de la sous-région, pour un peu illustrer l'essoufflement, d'ailleurs dont tout le monde parle au Maroc depuis un moment, et d'où la réflexion sur le nouveau modèle de développement, hein, l'essoufflement un peu de la croissance, de la productivité, et la faible transformation structurelle au Maroc, mais aussi en fait dans toute la sous-région. C'est une caractéristique de la sous-région, à des degrés un peu plus ou moins différents, bien sûr, mais c'est globalement un fait qu'on observe. Alors, ce premier graphique, je vais essayer d'aller vite, hein. Bon, trace en abscisse le PIB par tête en parité de pouvoir d'achat dans le pays, rapporté à la même grandeur aux États-Unis en 1990 et en 2017, en ordonnée. Vous savez que la classification des pays en termes de classe de revenus, low income, middle income, high income, donc il y a deux façons de faire. Soit on prend en relatif, et l'économie qu'on prend comme référence, c'est les USA, ou alors on utilise les bornes, enfin les classes définies par la Banque mondiale en fonction de niveau de PIB par tête. Là, j'ai choisi la première option. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Alors ici, j'ai mis donc le Maroc. On ne voit pas très bien ici, donc c'est la Tunisie et l'Égypte qui sont là. Ici, c'est l'Algérie. Et là, j'ai pris donc 3 économies, la Turquie, la Pologne, puisque sur la période, vous voyez, avec l'ouverture en Pologne, et la Malaisie. Qu'est-ce qu'on voit en fait ici? On voit que globalement, ces 4 pays-là restent dans la même classe, ne sont pas parvenus sur la période à changer de classe quand on regarde en abscisse et en ordonnée, alors que ces pays-là, regardez ici, hein, donc ils étaient entre 0,2 et 0,4 du PIB américain. En 2017, ils sont passés au-dessus. Donc, il y a une sorte et ça, c'est du fait, comme on va le voir dans le graphique, dans le tableau suivant, c'est qu'ils ont connu une croissance plus rapide de leur PIB par tête. Et donc, si on regarde donc le Maroc ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que sur les dernières années, il y a un essoufflement de la croissance du PIB par tête en parité de pouvoir d'achat par rapport à la décennie précédente, et que globalement, donc si on prend les pays de la sous-région, c'est un peu pareil. On a la Tunisie, si vous voyez, la Tunisie a connu
une grande décélération de son PIB par tête, beaucoup plus qu'au Maroc et l'Algérie aussi, vous voyez ici. Alors que d'autres pays, donc ce que j'avais pris en comparaison, comme la Turquie, vous voyez, c'est 4,4%, ou la Malaisie, qui est elle est en bas, donc presque 4%. Vous voyez, donc c'est ce qui explique, en fait, ils ont eu des croissances élevées, c'est ce qui explique qu'en termes relatifs par rapport aux USA, ils ont réussi à avoir un PIB relatif par tête plus élevé. En termes de productivité du travail, là, qu'est-ce qu'on voit? Là, j'ai toujours pris donc j'ai Maroc, Tunisie, Algérie pour la sous-région et Turquie et Pologne en comparaison. Donc ici, c'est les pays de la sous-région. Vous voyez que c'est presque flat, hein, il n'y a pas beaucoup de croissance de la productivité par tête. La productivité du travail, pardon, alors que pour la Malaisie et la Turquie, on voit bien une croissance assez forte. Là, ce graphique-là, c'est la productivité totale des facteurs qui vient de la base de données Penworth Table. Pareil, donc ce qu'on voit, c'est qu'elle n'est pas à prix constant. Hein. Dans Penworth Table, elle est à prix courant, mais en PPP, donc on peut comparer les pays. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc, Tunisie, Maroc, c'est une TFP qui est plutôt décroissante comparée aux autres pays. Alors, la TFP, donc en fait, c'est la productivité qui n'est pas expliquée par les facteurs de production. Hein. Donc, ça va être la technologie, etc. Maintenant, sur l'économie marocaine, quelques faits saillants. Donc, c'est bien sûr la croissance, la croissance de l'emploi dans le secteur des services, comme vous l'avez dit en introduction, et aussi dans l'industrie, mais beaucoup plus dans les services, et une relative stagnation de l'emploi dans le secteur agricole. En termes de chômage, donc ça c'est des choses qui sont assez connues sur la sous-région, c'est un taux de chômage des jeunes qui est assez élevé et fait très, très, très intéressant et très important à souligner, c'est la baisse de la participation au marché du travail, hein, taux de participation. Maintenant, parlons pour clore cette première partie de faits qui décrivent un peu l'évolution récente, c'est ce dont on parle, donc la transformation structurelle. Alors, comment on la mesure? Une façon simple de la mesurer, c'est de décomposer la productivité la croissance de la productivité du travail en deux composantes. Ce qu'on appelle la composante intra, le within, c'est en fait la croissance de la productivité qui provient d'une réallocation du travail dans le secteur. D'accord? Donc là, c'est l'industrie qu'on a pris. Hein. Donc, dans l'industrie, il y a de la réallocation de travail qui se fait entre entreprises, entre sous-activités de l'industrie. Et ça, si le travail se réalloue des activités les moins productives vers les plus productives, ça accroît la productivité du travail. D'accord? Ça, ce n'est pas la transformation structurelle. La transformation structurelle, c'est l'autre composante. Donc, quand on décompose la croissance de la productivité du travail, c'est ce qu'on appelle between, c'est le changement structurel. C'est en fait la croissance de la productivité du travail qui provient de réallocation de travail du secteur moins productif vers le secteur plus productif. D'accord? Et en l'occurrence ici, c'est la réallocation, donc ça va être de l'agriculture ou vers les services ou vers l'industrie. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que, alors, ici, on va regarder plutôt ce cadre-là, parce que là, on exclut tout ce qui est mining, parce que c'est très intensif en capital, et donc ça écrase un peu les productivités. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit une relativement faible, un peu plus que les autres pays, mais relativement faible comparé à des pays comme la Turquie ou l'Inde, du changement structurel. Donc, globalement, il est plutôt faible. Voilà donc cette partie introductive. Hein, donc, les messages, c'est quoi? C'est donc un essoufflement de la croissance de la productivité et donc du PIB par tête. Une transformation structurelle qui est positive, mais qui est relativement faible comparée à d'autres pays et qui donc témoigne de la nécessité, et là on y reviendra, de mettre en place des politiques qui vont un peu améliorer l'allocation des facteurs de production dans l'économie. Ça, j'y reviendrai ensuite dans le débat. Merci.
Merci, Monsieur Benhamouche. La parole est désormais à Monsieur Jaïdi pour apporter son éclairage sur cette partie. C'est Aït Ali qui voulait être. Je donne la parole à Aït Ali. C'est ça. Donc, on commence par Monsieur Aït Ali, ensuite Monsieur Jaïdi. C'est ça, c'est ça. Merci, merci. Donc, je remercie ces isolés pour cette présentation très éclairante qui, je pense, pose le débat sur la question de la transformation structurelle. Donc, avant d'attaquer, je pense, cette question de transformation, je pense qu'il est intéressant de revenir aussi sur les diverses politiques industrielles engagées au Maroc sur ces dernières années et qui ont été imprégnées, à mon avis, par deux caractéristiques principales. Tout d'abord, des politiques un peu industrielles qui sont ultra verticales, c'est-à-dire ils s'attaquent à des niches d'activité. Là, on pense qu'on a un avantage comparatif ou là, on pense qu'on peut développer un avantage comparatif. Et donc, pour y arriver, ces politiques industrielles sont adossées à un système d'incitation financière qui est très généreux, généralement au profit des investisseurs nationaux, mais surtout au profit des investisseurs internationaux qui ramènent avec eux un savoir-faire, qui nous ouvre une certaine brèche dans l'intégration des chaînes de valeur mondiales, ce qui va nous permettre à un certain moment de gravir les échelons de développement, mais aussi de s'approprier ces technologies. Deuxième caractéristique de nos politiques industrielles, à mon avis, qui est aussi important, c'est qu'a priori, ils concernent un certain nombre de secteurs, mais je pense le gros, il est misé sur le secteur manufacturier en soi comme vecteur de développement, pour deux raisons principales. Généralement, le secteur agricole et le secteur tertiaire se comportent plutôt bien. Ça a été démontré par ces OBIL. Et donc, le maillon faible, je dirais, de la structure reste le secteur manufacturier, mais aussi dû au fait qu'au Maroc, on a un certain déséquilibre un peu chronique de notre balance commerciale. Et donc, on s'attend à ce que ce secteur manufacturier joue pleinement ce rôle dans la promotion du produit un peu national à l'échelle, au niveau des marchés internationaux. Donc, verticalité des politiques industrielles qui est coûteuse car elle est adossée à des systèmes d'incitation, mais aussi centralité des politiques un peu qui concernent le secteur manufacturier. Donc, pour aller en détail sur la performance de l'économie nationale en termes de transformation structurelle et notamment le rôle du secteur manufacturier, je vais un peu utiliser la même approche qui a été développée par ces Benhamouche quant au rôle de la réallocation des facteurs de production, notamment le travail, dans l'explication de la croissance de la productivité. Et donc, il y a 5 ou 6 éléments qui se dégagent de manière générale sur l'analyse de long terme de la structure économique. Premier élément, c'est-à-dire que la productivité entre 2000 jusqu'à 2016, l'année où on s'arrête, c'est-à-dire la productivité, elle a évolué en moyenne aux alentours de 3, entre 3 et 3,5. Donc, ça rejoint le chiffre qui a été présenté par ces Benhamouche. Et sur ces 3,5, c'est-à-dire à peu près, selon notre estimation, à peu près le tiers nous provient de la réallocation effective du facteur travail du secteur un peu agricole, c'est-à-dire des secteurs à faible valeur ajoutée, vers des secteurs à niveau de productivité qui sont relativement plus élevés. Et là, on est, je pense, plein dedans dans le système de transformation structurelle qui suppose qu'avec la croissance économique, on va tirer un peu le travail des activités à faible valeur ajoutée vers des activités à niveau de productivité qui est plus élevé. Le deuxième élément, je pense, qui mérite d'être soulevé, c'est ce rôle du secteur agricole et ces dynamiques qu'on a remarquées sur ces 15 ou 20 dernières années. La productivité au niveau du secteur agricole, il a évolué à des taux allant au double de la moyenne économique, de la moyenne un peu de l'économie nationale, aux alentours de 6%. Cela est dû à des conditions climatiques un peu favorables, mais aussi à un déploiement d'une stratégie, je dirais, agricole ambitieuse qui visait à un certain moment l'augmentation de l'intensité capitaliste et le passage vers des cultures qui sont à plus forte valeur ajoutée. Mais le corollaire de cette dynamique et de ce progrès au niveau du secteur agricole, c'était que le secteur agricole a libéré massivement le travail, car on a assisté à une certaine substitution entre le facteur travail et le facteur capital. Et donc, sur les 15 ou les 20 dernières années, le secteur agricole a perdu quasiment 12% de son emploi, ce qui est l'équivalent à peu près à 500 000 emplois. Et donc, au lieu que le secteur manufacturier joue pleinement le rôle qu'on lui incombe, qui est pourvoyeur d'emploi à cette classe de travail qui a un niveau de qualification peu élevé, c'est en fait
le secteur du BTP et le secteur un peu du commerce en détail, qui sont tous des activités quasiment informelles, qui ont pris cette responsabilité et qui ont pu servir de relais dans un premier temps à la force de travail, à cette force de travail. Le secteur de BTP, bien évidemment, il a profité de conditions macroéconomiques qui étaient bénéfiques, d'un engagement de l'État dans l'infrastructure, dans l'investissement dans l'infrastructure de base, mais aussi grâce à des politiques de soutien à la promotion immobilière de manière générale. Mais sauf qu'avec un peu l'éclatement de la bulle immobilière, le désengagement, un peu le resserrement plutôt du budget de l'État alloué à l'investissement en 2012-2013, on a remarqué que ce secteur s'est essoufflé et donc sa capacité toujours à générer de l'emploi n'est plus de mise. En même temps, le secteur manufacturier, en termes de sa structure, elle a perdu en termes d'emploi relatif, elle a perdu et sa part dans la création de richesses était en baisse. Et donc, en même temps, on a remarqué un certain déplacement de centre de gravité des activités à forte intensité en main-d'œuvre vers d'autres activités qui sont plus intenses en capital et qui exigent en même temps des niveaux de qualification nettement plus importants. Donc, je fais allusion ici au secteur un peu mécanique et métallurgique. Et ça, on le sent effectivement dans la capacité de secteur à offrir suffisamment d'emplois. Et je pense que l'année 2015 a été un tournant pour les activités un peu intenses en main-d'œuvre, car pour la première fois, on a remarqué que la productivité au niveau du secteur du textile est devenue inférieure à celle au niveau du secteur agricole. Donc, vous imaginez qu'un employé au niveau du secteur agricole, avec toutes les déperditions au niveau de ce secteur, avec tout le sous-emploi, il arrive à produire malgré tout plus qu'un employé dans le secteur du textile. Donc, ça pose un problème, je pense, un paradoxe théorique quant à la capacité du changement structurel dans sa façon la plus classique et la plus linéaire à apporter une réponse dans ces conditions et à réallouer effectivement l'emploi. Et donc, ça soulève aussi plusieurs questions quant au rôle du secteur manufacturier dans la dynamique impulsée par l'économie marocaine de manière générale, quant à sa capacité à tirer notre tissu. Et donc, là aussi, il y a des questions qui ont été soulevées dans ce sens par rapport, par exemple, au rôle des politiques commerciales, au rôle de l'ouverture dans cette perte de dynamisme, surtout des activités à forte intensité en main-d'œuvre. Donc, on s'est penché sur ces questions. Une des conclusions, effectivement, qui en ressort, c'est que, effectivement, le commerce ou l'ouverture ont joué un rôle dans la destruction de l'emploi dans les activités à forte intensité en main-d'œuvre, mais ce n'est pas le principal facteur derrière cette dynamique. C'est en fait l'automatisation du secteur, l'augmentation de l'intensité capitaliste qui est à l'origine principale de cette perte d'emploi, chose qui n'est pas propre uniquement au Maroc, mais qui est généralement, qu'on voit généralement dans un grand nombre de pays un peu développés, mais aussi en développement. En fait, c'est l'exception de voir que le secteur manufacturier crée autant d'emplois. Donc, la question qui se pose pour le Maroc, c'est-à-dire que faire dans ces conditions? À mon avis, il faut qu'on s'intéresse davantage à notre secteur tertiaire, sans délaisser bien évidemment le secteur manufacturier pour 4 raisons. La première, c'est que dans le monde entier, quasiment 10% seulement de l'emploi mondial nouvellement créé est dans le secteur manufacturier. Donc, le gros se joue au niveau du secteur tertiaire et du reste des activités un peu industrielles. Deuxième point, c'est que le Maroc, on n'est pas une destination low cost, ça on le sait, et pour que les activités à forte intensité en main-d'œuvre, surtout dans le secteur manufacturier, prospèrent, il faut avoir un coût de main-d'œuvre qui est un peu maîtrisé. Le SMIC au Maroc est relativement élevé, il représente à peu près 80% de la productivité moyenne, ce qui est un peu élevé. Troisième un peu constat qui va dans le sens de la promotion du secteur tertiaire, c'est que nos exportations, les exportations des services, ils ont un fort contenu en valeur ajoutée domestique. Je vous donne un chiffre qui est très parlant, c'est que la valeur ajoutée contenue dans nos exportations de services touristiques, ils sont équivalentes au cumul de la valeur ajoutée contenue dans nos exportations d'automobiles, textiles et électroniques. Quatrième élément, je pense, qui est aussi important,
c'est que lorsqu'on exporte effectivement des produits manufacturiers, il y a une partie qui est un peu service. Et au Maroc, elle est aux alentours de 20%. Donc, le fait d'avoir un secteur compétitif, un secteur manufacturier compétitif, il doit être adossé à un secteur tertiaire qui est aussi compétitif, notamment le secteur des télécommunications, le secteur bancaire, le secteur logistique et marketing. Et je termine. Merci. Merci, Monsieur Aïtali. Donc, finalement, on cède la parole à notre senior fellow, Monsieur Al-Arabi Jaïdi. Merci, merci Mahmoud. J'ai écouté avec beaucoup de plaisir les interventions de mes deux collègues. C'est effectivement un thème qui est extrêmement intéressant et prenant sur beaucoup d'aspects. Parce que de toute façon, la réflexion sur la transformation structurelle, elle ouvre des perspectives d'analyse sur des questions qui sont extrêmement liées à cette transformation structurelle, c'est-à-dire, comme le disait le premier intervenant, c'est-à-dire la dynamique de la croissance ou l'essoufflement de la croissance, ça dépend comment on peut l'apprendre. En tout cas, pour le Maroc, il est tout à fait certain que depuis une dizaine d'années, il y a un essoufflement de la croissance par son rythme et en même temps par aussi sa capacité transformatrice qu'il faudrait prendre en considération. Mais l'analyse évidemment de la transformation structurelle d'une économie ou d'un pays appelle un regard multiple. C'est-à-dire à différents niveaux d'analyse de cette transformation. On peut l'analyser à l'échelle, je dirais, macroéconomique, comme vous l'avez fait tout à l'heure, c'est-à-dire en termes de dynamique de la croissance de son ralentissement, et s'interroger pourquoi ce ralentissement et comment il est lié à ces facteurs de productivité, comme on peut l'aller au niveau de la part ou de la pondération relative des différents grands secteurs dans le tissu de l'économie internationale, et de voir si la pondération de ces secteurs se modifie et surtout à quel rythme se modifie, et en même temps, s'il y a une nécessité d'accroître évidemment la diversification et en même temps de favoriser le passage d'une économie, disons, de type primaire à une économie industrielle, quels sont les instruments sur lesquels il faut agir en termes de politique industrielle, en termes de politique de développement de services, qu'elles soient des politiques transversales ou des politiques verticales. Mais en même temps, on peut aussi chercher à mieux voir la transformation structurelle qui peut être pas suffisamment perceptible à travers les données globales, macro-sectorielles, à l'échelle des analyses sectorielles en tant que telles. Et quelles sont les transformations à un niveau plus granulaire que connaissent à la fois le secteur agricole ou le secteur des services ou le secteur de l'industrie de transformation, mais qui peut-être n'ont pas encore donné tout leur impact sur l'effet macro-sectoriel, mais qui sont en cours d'un processus. Je crois que c'est un regard sur lequel il faudrait aussi se pencher, parce que parfois le premier peut être un prisme déformant. C'est déformant en quelque sorte s'il ne saisit pas les dynamiques fines qui sont en train de se produire à l'échelle d'une économie, qui sont porteuses de plus grande croissance peut-être dans l'avenir. Et en même temps, on peut aussi s'interroger sur la transformation structurelle à partir d'une autre lunette, d'un autre regard, c'est celui du regard microéconomique. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à l'échelle des entreprises dans leur transformation de procès de travail, de procès productifs, de la combinaison des facteurs de travail, de l'organisation de cette composition du travail, de l'introduction de la recherche et développement appliqué, etc., de la capacité des ressources humaines à être aussi un facteur de consommation à l'intérieur, évidemment, des process de production. Je crois que ce sont ces regards multiples qui, évidemment, font que ce thème est extrêmement riche. Évidemment, il n'est pas question d'épuiser tous ces aspects dans une rencontre de cette nature, mais je vais essayer d'apporter quelques éléments d'appréciation de manière complémentaire à ce qu'ont avancé évidemment les collègues. Et il me semble, moi, je choisirais peut-être une des définitions parmi les définitions de la transformation structurelle, parce que vous savez que la littérature a donné lieu à beaucoup d'analyses de ce concept, d'approche de ce concept. Je dirais qu'en fait, une transformation structurelle d'une économie, elle peut se mesurer à la fois par sa diversification productive et par sa montée en gamme dans le sectoriel. Donc, diversification productive, c'est-à-dire combien de produits ou de variétés de produits sont créés ou produits par une économie et comment évolue cette diversification
productive. Là on analyse évidemment la transformation à l'échelle des produits, que ce soit des produits agricoles ou des produits de services ou des produits enfin manufacturés. Et la montée en gamme, c'est-à-dire le degré, comme vous le savez, de sophistication de ces produits. Combien ces produits intègrent de la technologie ou des compétences humaines beaucoup plus valorisées, parce que c'est évidemment ce sont ces produits qui sont à forte valeur ajoutée qui aujourd'hui font ou créent la dynamique de la croissance d'une manière générale et permettent à un pays de mieux se positionner dans la chaîne de valeur mondiale. Donc ce sont là enfin deux approches ou deux critères qui évidemment nous interpellent pour mieux lire et en même temps observer qu'est-ce qui se passe enfin, dans notre économie enfin, marocaine. Parce que si nous nous arrêtons à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'approche macro-sectorielle de la transformation structurelle, on verra évidemment sur pratiquement ces 20 dernières années, il y a très peu de changements de poids relatifs entre la part du secteur des services qui est la plus importante enfin, dans la configuration du système productif de l'économie marocaine, autour de 55 à 57% selon les années, par rapport à un secteur primaire, notamment de l'agriculture, qui occupe quelque chose comme 15 à 17%, selon évidemment aussi l'environnement enfin, pluviométrique, etc. Et vous avez enfin l'industrie ou le secteur secondaire, de manière globale, qui occupe quelque chose comme entre 25 et 28% du PIB. Mais si vous prenez enfin ces trois grands secteurs, vous allez voir qu'il n'y a pas de grands changements et que parfois ces changements peuvent aller dans l'amélioration de la position d'un secteur ou la régression d'un autre de manière très conjoncturelle. Tout dépend évidemment enfin, de l'évolution de beaucoup de facteurs sur lesquels je ne vais pas intervenir ici. Mais par contre, l'intérêt enfin, pour nous enfin, dans l'analyse de la transformation structurelle du Maroc, c'est de dire oui, quelles sont les principales sources de la transformation structurelle telle que je la définissais au début, c'est-à-dire la diversification productive et la montée en gamme. Et là, nous serons tous d'accord sur cette définition, que c'est les gains de productivité qui favorisent la croissance à la fois à long terme et les transformations structurelles, qu'elles soient à l'échelle macro-sectorielle ou qu'elles soient à l'intérieur à une échelle intrasectorielle. Et c'est ce gain de productivité qui sont importants et qui interpellent quoi? Qui interpellent deux éléments enfin, de politique économique ou de politique sectorielle, c'est-à-dire l'efficience de l'allocation des ressources et en même temps l'efficience productive, c'est-à-dire comment produire de manière la plus efficace, quelles que soient les ressources dont on dispose, en tant que capital et en tant que facteur de travail. Et donc, il s'agit de faire en sorte que tes politiques industrielles ou tes politiques agricoles puissent accélérer cette productivité pour nous permettre justement d'atteindre un taux de croissance élevé et de sortir de ce qu'on appelle enfin cette fameuse trappe des pays à revenus enfin de middle income ou de revenus intermédiaires, qui est aujourd'hui une des grandes questions évidemment sur les aspects de transformation structurelle. Quand on observe évidemment le cas du Maroc, on voit qu'il y a une nécessité de renforcer évidemment les gains de productivité, parce que les gains de productivité n'évoluent pas à un rythme relativement élevé, surtout si on les compare à des pays d'égal niveau de développement au Maroc. Par quelle manière faut-il ? Par quel processus? Par la diversification. Cette diversification, est-ce qu'elle doit se faire de manière une découverte spontanée dans des produits qui appartiennent à la même famille industrielle, ou est-ce que c'est pour aller vers des secteurs nouveaux, comme celle l'a fait le Maroc depuis quelques années pour l'industrie automobile et l'aéronautique? Ce sont là donc des choses qui interpellent les politiques industrielles et les instruments de cette politique industrielle, ou les politiques agricoles et les instruments de politique agricole à mettre en œuvre. Le Maroc connaît une certaine transformation. Il a une croissance qui s'est ralentie, il y a un fléchissement, c'est vrai, il y a une lenteur évidemment de cette transformation de la croissance, mais en même temps de l'évolution de la croissance, mais qui s'explique elle-même par la lenteur de la transformation structurelle. Elle s'explique par la transformation des structures parce que les nouvelles filières industrielles exportatrices, elles ont occupé un positionnement plus important par rapport à la configuration du système productif anciennement. Si on se rapporte aux années, disons, ne serait-ce que des années, enfin, début des années 2000, mais ces filières connaissent une dynamique des exportations, cela est certain, mais n'attirent pas véritablement un facteur de travail comme on l'attendait, comme on considérait qu'évidemment, enfin, que ces secteurs pouvaient, par leur capacité, améliorer évidemment l'absorption enfin, du facteur de travail. Et parallèlement à cela, on voit que le processus de transformation est là, parce que si on prend la nomenclature des biens exportés par le Maroc,
En général, on retient toujours dans les analyses comparées un panier de 5000 biens produits. Ben, on reste un peu de manière stagnante sur les 1300, les 1400 produits que l'on exporte. Et donc, par conséquent, il n'y a pas véritablement d'entrée vers la maîtrise de nouveaux types de produits et qui en même temps peuvent être exportés dans le marché international. Donc la montée en gamme est une montée en gamme limitée par le fait que la sophistication des produits est relativement lente, n'évolue pas de manière très forte. Pourquoi? Parce que peut-être les types d'activités que l'on met en place ne sont pas génératrices, disons, de taux de valeur ajoutée extrêmement important, de taux d'intégration extrêmement important, parce qu'aussi, peut-être, la recherche et le développement n'est pas suffisamment appropriée par le Maroc comme facteur évidemment, d'impulsion de la croissance, parce que aussi, il y a tout un problématique, disons, de l'implication des entreprises marocaines dans la transformation industrielle. Nous reviendrons peut-être sur cet aspect qui est important. Donc, il y a un certain nombre de dilemmes que rencontre aujourd'hui, à la fois la croissance pour maintenir un train élevé et en même temps la diversification pour s'accélérer d'une certaine manière. Quels sont ces dilemmes, disons, de la politique industrielle ou de la politique agricole, des politiques sectorielles de manière générale? C'est notre transformation est lente, et nous n'arrivons pas à atteindre cette frontière technologique et en même temps, même on n'arrive pas à atteindre cette frontière, je dirais, de potentiel de la croissance, c'est-à-dire de la mobilisation de l'ensemble des facteurs disponibles aujourd'hui de l'économie nationale et de leur réaffectation de manière efficiente. Nous avons un autre dilemme, c'est celui de la compétitivité de l'économie marocaine, c'est-à-dire qui est déterminée par sa spécialité, qui reste sur des gammes de valeur ajoutée relativement réduites, avec un tissu d'entreprise qui est un peu poreux et en même temps qui s'effrite parce qu'il n'arrive pas à se densifier de manière très très forte, notamment dans les relations entre les grandes entreprises et les petites et les moyennes entreprises. Et ce qui ne permet pas au Maroc de gagner en termes de compétitivité au niveau international. C'est ce qui fait que ces exportations, au-delà de la limite des produits qu'il exporte, géographiquement reste très limité à un certain nombre de pays, notamment des pays européens et des pays européens du Sud. L'autre dilemme, évidemment, qui me paraît important de la transformation, c'est la productivité, comme vous l'avez mentionné, qui pour moi est un facteur extrêmement important sur lequel on pourrait se pencher tout à l'heure dans la discussion pour voir pourquoi justement les facteurs, l'évolution de la productivité globale des facteurs peine véritablement à connaître un rythme plus soutenu. Cela évidemment est lié, comme je le disais tout à l'heure, à l'utilisation des facteurs et notamment la recherche-développement, la compétence en ressources humaines, etc. Donc, quelle est la réponse à apporter à cette lenteur de la transformation structurelle de l'économie marocaine? Il faudrait évidemment avoir un objectif important dans nos politiques sectorielles, c'est celui d'accélérer la diversification, chose auquel je faisais référence au début de mon intervention, parce que c'est l'indicateur le plus important, évidemment, de cette transformation structurelle. Accélérer la diversification, cela veut dire quoi? Cela veut dire, dans un premier temps, avoir une stratégie, une vision de long terme sur quels sont les secteurs sur lesquels vous pouvez vous positionner, même s'il n'y a pas d'avantages comparatifs donnés de manière définitive ad vernam aeternam, mais les avantages comparatifs aujourd'hui se créent. Ils se créent par votre capacité à mettre en place les dispositifs nécessaires, les facteurs nécessaires, la qualification en ressources humaines et en même temps la recherche et développement qui vous permettent demain de vous positionner sur des produits à valeur ajoutée relativement élevée. Et construire ce qu'on pourrait appeler les complémentarités sectorielles. Complémentarité sectorielle, aujourd'hui, nous le savons, entre la frontière entre l'industrie et le service est en train de s'estomper d'une certaine manière. Donc, par conséquent, il y a une vision à faire de l'articulation de ces deux secteurs pour que notre tertiarisation aujourd'hui de l'économie, puisque nous avons 56%, 57% du PIB qui est créé par les services, ne soit pas une création par des services uniquement traditionnels, classiques, de l'administration ou du commerce,
mais que l'on se positionne aussi sur les services qui sont les plus porteurs de transformation structurelle. Il y a une évolution évidemment dans ce sens, mais elle n'est pas suffisamment importante. Donc cette complémentarité à la fois sectorielle et cette complémentarité intersectorielle. Cela ne veut pas dire qu'il faudrait noircir l'économie, le tissu économique ou l'économie industrielle par des relations sur lesquelles on se positionne dans toutes les gammes. Nous allons voir tout à l'heure que les chaînes de valeur aujourd'hui sont fragmentées et qu'il s'agit enfin d'avoir la bonne approche enfin, des chaînes de valeur pour permettre, enfin disons, de saisir toutes les opportunités qu'il y a de cette transformation de l'économie mondiale. Et puis faire progresser le contenu technologique de nos activités productives, le contenu technologique de nos produits et permettre justement, à partir de l'amélioration de la productivité globale des facteurs, d'être plus compétitif et de s'orienter mieux vers l'exportation, parce que c'est le marché international qui peut être aussi une dynamique véritablement capable de tirer l'économie vers la transformation structurelle, enfin recherchée ou souhaitée. Voilà enfin quelques remarques préalables que je voulais faire dans cette première intervention. Merci, M. Jaïdi, pour vos éclaircissements. Dans un second temps, on passe à la question de l'impact que pourrait avoir la pandémie de la COVID-19 sur le processus de transformation structurelle du Maroc, surtout que ce choc ne va pas certainement se limiter à révéler les faiblesses structurelles de l'économie marocaine, mais il va certainement les exacerber. Donc, je cède la parole à M. Zoubir pour avoir son avis sur la question. C'est à moi? Oui, oui. D'accord, parce que c'était coupé. Alors, je pense que la conversation, moi, en tout cas, personnellement, avant d'aborder directement le post-Covid, j'aimerais revenir aux raisons pour lesquelles la transformation structurelle au Maroc, mais globalement dans la sous-région, parce que c'est un peu les mêmes, grosso modo, il y a une catégorie de raisons qui sont les mêmes pour tous les pays. Et d'ailleurs, revenir à ça, ça permettra d'orienter le post-Covid aussi. Hein, c'est pour ça que je voulais le faire. Donc, je vais partager. Donc, on a dit la transformation structurelle au niveau macro, quand on compile les données, on a relativement faible transformation structurelle, même s'il y a des choses qui se passent à l'intérieur de l'économie et des secteurs. Et M. Jaïdi faisait référence au fait qu'il fallait regarder à l'intérieur même des secteurs et même au niveau des entreprises. C'est justement ce qu'on a commencé à faire dans un travail qui date de 2018, mais qu'on poursuit actuellement sur le cas plus spécifique du Maroc et quand on avait fait sur la sous-région. Et l'une des raisons pour lesquelles on a dit transformation structurelle, c'est une réallocation des facteurs de production entre activités. Et quand ça va vers des activités plus productives, effectivement, ça fait plus de productivité. Mais au final, ça se passe entre entreprises. Hein, d'accord ? C'est au niveau des entreprises que ça se passe. Et alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui ferait que finalement, les ressources n'iraient pas aux entreprises qui sont les plus productives, celles qui peuvent en créer le plus de richesse en les utilisant. Et bien, c'est ce qu'on appelle les distorsions. Et les distorsions, il y en a beaucoup de natures différentes. Il y a les qui sont connues sur un plan théorique, hein, mais c'est tout ce qui est la perfection de marché. Enfin, mais c'est aussi dans l'intervention de l'État lui-même. Hein, l'État peut créer des distorsions. Des exemples de l'Inde dans les années 70-80, avec des grosses distorsions dans l'intervention, par exemple dans la taxation, avec dans le système de taxation qui mettait des taxes qui étaient beaucoup plus élevées dès que la taille de l'entreprise dépassait un certain seuil. Du coup, ça limitait la croissance. Alors, les distorsions, donc, il y a distorsion quand les ressources ne vont pas vers les entreprises les plus productives. Alors, comment est-ce qu'on peut mesurer un peu l'ampleur de ce phénomène dans les économies? Alors, fort heureusement, il y a une littérature très riche qui s'est développée depuis le milieu des années 2000, un peu plus,
Alors, une façon de faire, c'est de regarder, c'est de regarder la dispersion des productivités. Si le marché fonctionne bien, s'il n'y a pas de distorsion, normalement, on a une sorte de convergence des productivités. D'accord? Donc, on a une distribution qui devrait être plus centrée. Si ce n'est pas le cas, on aura quelque chose d'un peu plus, avec des queues de distribution, quelque chose d'un peu plus de décalé selon à gauche ou à droite, selon que l'effet est négatif ou positif. Quand on fait ça sur l'Afrique du Nord, qu'est-ce qu'on constate? C'est que relativement au reste du monde, on a une dispersion des productivités qui est plus importante, ce qui pourrait signaler qu'il y a davantage de distorsions dans ces économies-là qu'en moyenne dans le reste du monde. Quand on regarde ensuite plus précisément dans les pays, donc là, alors ça, c'est des données. Alors, ce que je vous présente là, c'est avec les données de l'enquête entreprise de la Banque mondiale, qui est faite de façon sporadique sur un certain nombre de pays. Maintenant, on peut se dire, bon, ça c'est enquête Banque mondiale, mais on aimerait bien avoir des choses plus précises. Et quand on regarde sur données marocaines avec un peu plus, un échantillon plus grand, là j'ai mis dans ce tableau tous les autres pays. Là, c'est issu d'autres études qui ont fait la même chose sur différents pays, à différentes dates. Donc. Et là, pour le Maroc, on a 2 points. Donc, on a une relative grande dispersion. Ici, c'est la dispersion des productivités. Donc, on a 1,50 et 1,21. Donc, alors, ça, c'est quelque chose d'intéressant à regarder. C'est que vraisemblablement, il y a des choses peut-être positives qui sont passées entre 2006 et 2014 et qui ont peut-être conduit à une meilleure allocation des ressources dans l'économie. Donc, mais si on comprend, évidemment, aux USA, donc on a une relativement grande dispersion des productivités, ce qui veut dire et voir, les comprendre, les quantifier et regarder même à l'intérieur des secteurs, est-ce qu'elles affectent différemment des secteurs? C'est ce qu'on est en train de faire. Et donc, les résultats ne sont pas achevés, donc je ne peux pas les présenter, mais ça, c'est pour illustrer le fait que c'est sans doute un angle intéressant à regarder et qui va, comme on va en discuter, nous éclairer sur le post-Covid, ce qu'il faudrait faire pour… Les raisons de ces distorsions, bon, alors, il y a des distorsions qui vont affecter les facteurs, d'accord, le capital et le travail. Donc, les distorsions sur le marché du capital, les distorsions sur le marché du travail. Je vais regarder que ces deux-là, je vais vous présenter quelques éléments sur ces deux-là uniquement. Mais il y a beaucoup d'autres distorsions possibles dont je ne parlerai pas ici, mais qui sont présentes dans le rapport de 2018. Pardon. Si on regarde la dernière enquête entreprise de la Banque mondiale, il me semble que c'est 2019 sur l'économie marocaine. Et là, les entreprises ont la question qui leur a été posée, c'est les obstacles qu'elles rencontrent dans leur activité. On a 8,6% accès au financement, 16%, quasiment 17% dans la corruption et l'accès à des qualifications, ça c'est quelque chose qui est assez connu, mais également la taxation. Bon. Si on veut regarder un peu, les données sur l'accès au crédit, donc là, la source la plus classique, c'est le Doing Business, où le Maroc performe plutôt pas mal, comparé à d'autres pays de la sous-région. Il y a le score de 51, donc 51, c'est pas mal. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraisemblablement des choses à faire du côté de l'accès au crédit encore, avec un score qui est moins bon que le score global. Et j'ai mis ici donc c'est comparable pour les autres pays de la sous-région, avec à des degrés différents. Donc un problème sans doute à regarder du côté des contrats en fait, tout ce qui est contrat autour du crédit, des choses qui évidemment et aussi ici la protection de la propriété qui est une chose assez importante pour ce qui est pour le financement. Et donc ici j'ai mis les deux scoring entre l'accès au crédit et la protection de la propriété. On voit que globalement dans la sous-région, ces problèmes sont liés à des degrés plus ou moins différents quand on regarde bien sûr les scores, mais quand on compare à la Turquie ou à la Chine, là j'ai mis c'est quand même assez un écart assez important.
Donc, il y a des choses à regarder sur l'accès au financement. Sur le marché du travail aussi, donc là, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je les ai présentés, mais il y a une distorsion qui est potentiellement utile à regarder. C'est donc on garde la part du secteur public dans des salaires du GDP. Donc, on voit bien que MENA, North Africa, pardon, c'est très élevé par rapport. Et là, bon, c'est issu de la Banque mondiale. Hein, c'est le salaire entre le public et le privé. Ici, c'est les pays où l'écart est en faveur du secteur privé. Et là, c'est les pays où l'écart est en faveur du secteur public. Alors, on voit là donc bon, dans la sous-région, il y a l'Algérie et la Tunisie, c'est positif, mais il y a aussi, là, on voit bien le Maroc, c'est quand même l'écart est assez nettement positif en faveur du secteur public. Et ça crée des distorsions. On parlait de l'investissement en capital humain. Ça crée beaucoup de distorsions, par exemple, en termes d'accumulation de capital humain. Si on cherche un travail dans la fonction publique, on va plutôt investir dans les skills qui sont demandés dans la fonction publique et évidemment pas ceux demandés dans le secteur privé. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, si les salaires sont trop élevés, ça peut contribuer relativement. Quand je dis trop élevé, c'est vraiment en termes relatifs. Il faut bien comprendre le message. Mais du coup, ça peut aussi expliquer en partie peut-être le taux de participation au marché du travail global, mais aussi des femmes. Par exemple, si globalement, il y a un salaire qui est suffisant pour toute une famille, bah, le conjoint ou même ne va pas forcément aller chercher du travail. Bref. Quand on demande aux entreprises maintenant, si on regarde le côté accès ça c'est toujours le survey 2018 de la Banque mondiale, donc on voit quand même que celles qui disent que ce n'est pas un obstacle, c'est seulement 36-37%. Toutes les autres, à des degrés différents, disent que c'est plutôt un obstacle d'avoir les qualifications. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est plutôt assez connu. On en parle beaucoup dans la sous-région, mais c'est un élément de distorsion, mais il y en a d'autres que je n'ai pas mis ici sur le fonctionnement lui-même du marché du travail qu'il faut regarder. Et ensuite, il y a tout un volet qui est assez important, qui me semble très important, c'est tout ce qui est capacité de l'État et Vous entendez? Non. Vous Je pense entendez? que ça a été bloqué. Ouais. C'est Zoubir, c'est à partir des capacités de l'État et de la bureaucratie. Vous pouvez reprendre? Est-ce qu'il peut désactiver son bureau et reprendre de nouveau? Je pense que Parce la que liste je est prends- complètement coupée. Oui. Oui, c'est coupé. C'est coupé, je crois. Vous n'avez pas lui parler au téléphone? Je suis en train d'appeler. Il utilise le 4G pour l'Internet. Allô? c'est pour ça. Oui? J'ai été déconnecté, je suis désolé. Pourtant, je suis sur le Wi-Fi. Hein. Sur le Wi-Fi, elle a été coupée. Ça y est, vous me… Oui, là, Oui, je suis sur le Wi-Fi. Mais en fait,
ça me dit que ma connexion Internet est instable. Ces messages-là tout le temps. Ouais. Bon. Oui, donc en fait, je disais, ça c'est un aspect, mais globalement, donc les distorsions, j'ai oublié de vous donner un chiffre qui est peut-être intéressant à avoir, mais que je n'ai pas mis ici. C'est un peu faire l'exercice de intellectuel, enfin, donc, sur données, hein, de dire si j'éliminais les distorsions, pas si je les éliminais. Bon, oui, si je les élimine, mais le cas plus vraisemblable, c'est si je les mets au niveau de l'économie américaine. C'est un peu l'économie qui est prise de base, hein, de benchmark. Qu'est-ce qui se passerait sur la productivité au Maroc, d'accord? Donc, si je ramène le niveau des distorsions au niveau US, je pourrais avoir des gains de productivité de presque 50%. On parle de TFP. TFP global pourrait s'accroître de 50%. C'est des chiffres qui sont à comparer, par exemple, bien sûr, c'est fait à décembre, donc c'est quand même plus élevé. L'Inde, près de 60%, la Chine, 30-40%. Donc, qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit, en fait, si on travaillait sur ce sujet-là, on pourrait avoir des gains de productivité substantiels sans nécessairement avoir à dépenser. D'accord? Ce n'est pas forcément coûteux de travailler sur certaines distorsions en tout cas. Et ça permettrait d'améliorer bien évidemment, de fluidifier cette transformation structurelle qu'on cherche à accélérer, de faire en sorte que les entreprises les plus productives puissent accéder aux ressources dont elles ont besoin pour croître et que les moins productives ne restent pas sur le marché indéfiniment. Évidemment, après, plus on a de données fines, plus on peut regarder comment ces distorsions jouent sur l'âge des entreprises. Est-ce que ce sont les plus jeunes ou pas qui sont les plus affectés, sur la taille. On peut regarder au niveau sectoriel, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des secteurs qui sont les plus affectés et il y a des évidences là-dessus, hein, sur le fait qu'il y a certainement des différences sectorielles en termes d'impact des distorsions. Et donc, peut-être pour introduire la discussion de la deuxième question, post-Covid, c'est on va rentrer, vraisemblablement, on rentre dans une ère avec davantage d'incertitudes sur plusieurs dimensions. Ce qui est important, et là on le voit certainement aussi dans la façon dont la crise sanitaire a été gérée, ce qui va être important, c'est c'est sans doute la capacité des économies à réagir, et donc c'est la flexibilité des économies, d'accord. Et ça, l'État a un rôle important à jouer, de manière justement à éliminer au maximum les barrières, les frictions, les distorsions qui permettent aux ressources d'être le mieux exploitées, d'exploiter le mieux possible. Et d'ailleurs, vous direz, je ne sais plus lequel de vous deux faisait référence aux dépenses publiques. Quand on regarde la sous-région, quand on croise donc les dépenses publiques rapportées au PIB et la croissance, qu'est-ce qu'on constate? Que c'est l'une des sous-régions où l'impact est le plus faible au monde. C'est-à-dire qu'on dépense, il y a une dépense publique qui est importante, un investissement public qui est conséquent, mais ça ne se voit pas tant que ça, mais qui arrive à avoir une croissance plus importante. Il faut agir en fait sur les blocages qui sont dans le fonctionnement de l'économie pour faire en sorte que, en fait, on va jouer sur différentes dimensions. Une exploitation plus efficiente des ressources, mais aussi une réaction de l'économie à la dépense publique qui sera beaucoup plus importante. Donc, on aura un effet plus important sur l'économie. Et pour peut-être conclure, je reviens sur
parce qu'on a des entreprises qui disent qu'elles n'ont pas accès aux, aux skills dont elles ont besoin, mais on a aussi des gens qui sont des jeunes qui sortent éduqués et qui disent qu'ils n'arrivent pas, qui ne trouvent pas les postes qui sont adaptés donc, à leur qualification. Et par ailleurs, qu'est-ce qu'on a aussi? On a que la sous-région est l'une des régions où la densité de nouvelles entreprises rapportée à la population active est la plus faible au monde. C'est l'une des plus faibles. Donc, on ne crée pas assez d'entreprises. Donc, on peut très bien imaginer qu'en fait, l'un des problèmes, c'est que ceux qui ont acquis des qualifications qui pourraient être exploitées pour créer une nouvelle activité ne peuvent pas le faire. D'accord? Donc, ils se retrouvent obligés à aller chercher finalement un job dans des entreprises qui ne savent pas exploiter leur qualification, qui ne peuvent pas exploiter leur qualification et qui n'offriront pas forcément du coup la possibilité à l'intérieur de l'entreprise de faire fructifier ce skill. Et donc, on aura un rendement d'éducation globalement, et ça, dans le rapport dont je vous parle en 2018, on a des chiffres qui le documentent, un rendement de l'éducation qui est au niveau macro est plutôt faible. Si on faisait en sorte que ceux qui ont la capacité d'utiliser leurs skills pour créer des entreprises avec, vous parliez tout à l'heure, M. Jaridi, du mode d'organisation, ben oui, c'est-à-dire que si je peux créer, j'ai une certaine qualification, je crée mon entreprise et je peux créer des types de postes qui vont demander des qualifications qui sont importantes aussi. Et donc là, on va avoir une sorte de complémentarité qui vont se créer entre les skills du créateur de l'entreprise et ceux qui vont travailler avec lui. Et du coup, ça va créer un effet d'entraînement dynamique. Mais là, du coup, pour ça, il va falloir jouer sur différents obstacles. Alors, pourquoi il n'arrive pas à créer son entreprise? Il n'a pas accès au financement. Peut-être que par ailleurs, il y a des difficultés bureaucratiques à pouvoir créer une entreprise, des accès à certains biens publics qu'il n'a pas. Donc, en fait, peut-être que finalement, il y a une conjugaison de beaucoup de distorsions qui bloquent tout ça et que le fait de les limiter va évidemment créer un effet d'entraînement sur beaucoup de dimensions et permettre à la fois de croître plus vite, de se transformer structurellement plus vite, de réagir plus efficacement à la dépense publique, etc., etc. Voilà. C'est ce que je voulais comme introduction à cette deuxième question présentée. Merci, M. Benhamouche, pour votre présentation assez intéressante. Monsieur Etiali, à vous la parole à présent. Oui, merci, Mahmoud. Donc, peut-être avant de parler de la question de la COVID et son effet je vais rebondir peut-être sur les éléments qui ont été abordés par Sizobé. Donc, cette question, comme il a dit, qui est centrale des distorsions et sa façon avec laquelle elle handicape la transformation structurelle, ce qui fait qu'on est dans une structure qui est globalement rigide, où les activités sur lesquelles on mise trop n'arrivent pas à se développer. Et en fait, cette question-là, elle est, à mon avis, elle est intériorisée au niveau des décideurs lors de la conception des politiques publiques. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a des politiques publiques qui sont assez ambitieuses pour pénétrer un certain nombre d'activités, quelques niches, on met sur table des incitations financières qui sont extrêmement importantes pour, en quelque sorte, compenser pour les défaillances du marché. Et donc, à chaque fois qu'on voudrait développer un certain nombre de secteurs, on opte pour ces incitations qui sont parfois financières, mais également en nature, au lieu d'aller vers des réformes qui sont transverses, qui concernent de manière générale le fonctionnement du marché de travail, le fonctionnement du marché de crédit et l'éducation, qui tôt ou tard, on va devoir s'y attaquer parce que la croissance, le fait de baser notre système de croissance sur des secteurs qui à leur tour sont basés sur des investisseurs internationaux qui ont du mal à tisser des liens avec le système économique national, notamment des PME, ça va à un certain moment s'essouffler. Et donc, le Maroc, actuellement, serait difficile pour lui de redéployer la même stratégie, par exemple, qu'il a mis en place au niveau du secteur automobile. Dans d'autres secteurs, vous savez très bien que pour attirer, par exemple, les gros opérateurs, notamment Renault, le gouffre financier que le gouvernement a mis en place est extrêmement intéressant. Il y a du financement dedans, il y a tout un port qui a été mis en place pour ces entreprises. C'est vrai que ça va profiter à l'ensemble de l'écosystème, mais qui a été dédié uniquement ou principalement à cette entreprise. Il y a des aides dans la formation. Donc, en fin de compte, on va revenir
à cette problématique-là d'essoufflement. Et pour la contourner, il faut bien évidemment aller dans des réformes qui sont transverses, réformer le système judiciaire, réformer le climat des affaires de manière générale. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir un peu grimper les échelons du développement. Sinon, le fait d'aller dans ce genre de politiques qui sont extrêmement verticales et coûteuses, ça va un peu buter à un certain moment sur des problèmes. Et donc là, peut-être pour aller sur la question du Covid, je pense qu'il y a tout un débat actuellement sur son impact sur cette réallocation éventuelle des chaînes de valeur. Moi, personnellement, c'est-à-dire à l'exception de quelques secteurs d'activité qui peuvent être considérés souverains ou stratégiques par les gouvernements, c'est-à-dire je ne pense pas que la Covid serait ce genre de choc qui va bouleverser complètement les systèmes économiques ou qui va déclencher une certaine refonte, je dirais, des systèmes économiques ou déclencher une refonte, je dirais, structurelle des principes de base du commerce et de l'investissement dans un monde capitaliste. Parce que de toute façon, l'opportunisme des investisseurs internationaux sera toujours de mise. Et là, l'investisseur international va toujours être à la recherche des opportunités d'investissement là où il le semble mieux et verrait également à écouler sa production dans les marchés porteurs et là où le rendement est le meilleur. D'une autre part, nous, en tant que consommateurs, je ne pense pas qu'on est prêt à payer plus ou à voir notre bien-être se détériorer uniquement à cause de ces réallocations qui sont éventuelles. Donc, je ne pense pas personnellement que la COVID va engendrer ce genre de changement structurel. Par contre, la COVID, ce qu'il va faire, c'est qu'il va peut-être attiser les tensions autour du commerce, notamment entre les deux puissances économiques mondiales, les États-Unis et la Chine. Peut-être aussi alimenter les courants des pensées nationalistes qui appellent à une introversion et qui accusent en fait la globalisation et la mondialisation de manière générale pour la montée des inégalités au niveau de ces pays. Et dans ce cas-là, je pense que le Maroc et les pays maghrébins de manière générale doivent être préparés pour saisir ces opportunités si jamais ils se manifestent, quoique le risque il est un peu, à mon avis, faible. Et donc, pour que le Maroc, si on parle du Maroc, puisse aspirer à en saisir ces opportunités, il faut qu'il pense à un modèle d'intégration qui est plus important avec nos partenaires européens, car à l'échelle actuellement, s'il y a bien évidemment de la réallocation des chaînes de valeur par ici et par là, je ne pense pas qu'on serait les mieux placés quand on est comparé à des pays de l'Europe de l'Est qui sont plus alignés sur les principes de l'Union européenne et qui en font partie d'ailleurs. Donc le Maroc, je pense, devrait penser à un modèle d'intégration qui est plus développé avec nos partenaires européens. Et je pense que l'accord de libre-échange complet, approfondi, devrait être une base solide d'intégration du Maroc et des pays agrippins avec les pays européens. On sait tous que l'accord de libre-échange actuel, je pense, a l'air d'être un peu épuisé ou a atteint certaines limites. D'ailleurs, les négociations avec nos partenaires européens, ils ont commencé, ça fait 7 ou 8 ans, et donc il y a toujours, et on ne voit pas toujours le bout du tunnel. Donc, à mon avis, les deux parties doivent s'asseoir sur table et discuter des opportunités, notamment pour le Maroc. Ça peut leur offrir cette intégration qui est, à mon avis, qui est inéluctable. Il faut à un certain moment s'aligner davantage sur les principes un peu de l'Union européenne pour tirer parti des principes de tirer parti de l'ouverture et de la mondialisation, parce que comme ça a été dit par Sizobé, le développement en fin de compte, ça ne va pas changer la question de la croissance, c'est une question d'allocation des ressources, une meilleure allocation des ressources. Pour ce faire, il faut s'intégrer, il faut libéraliser, il faut un peu réformer notre marché de travail, le marché de financement et le climat des affaires de manière générale. Et donc, pour que le Maroc s'intègre, je dirais, avec nos partenaires européens, il faut qu'ils fassent un certain nombre de concessions, notamment en termes de la libéralisation de son secteur de services. Ça, c'est un des points sur lesquels les deux partenaires n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. Donc, il faut qu'on laisse un peu notre secteur tertiaire se confronter directement à la concurrence, bien évidemment avec certaines barrières pour sa protection, mais il faut aller de l'avant. D'ailleurs, notre secteur de services, il a été toujours un peu protégé d'une façon ou d'une autre. On se vante de manière générale ici au Maroc d'avoir une économie qui est libérale, qui est ouverte, mais à chaque fois,
qu'on conclut des accords de libre-échange, ça concerne uniquement le marché des biens, le marché des services et surtout services financiers, de manière générale, il est protégé. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je pense que les Marocains doivent faire des concessions pour une meilleure intégration, c'est les questions des normes. Et là, je vais parler sous contrôle de CJID. Donc, il faut que le Maroc pense à un alignement sur les normes européennes. Quand je dis alignement, c'est tout ce qui est un peu règles de gouvernance, concurrence, un peu droit des consommateurs. De l'autre côté, les Européens doivent un peu être moins intransigeants sur les questions un peu agricoles, mais surtout sur le principe de la mobilité du facteur travail, qui est une condition sine qua non pour la libéralisation du service, pour faire en sorte que les deux parties en tirent bénéfice. Le deuxième élément, je pense, sur lequel la COVID pourrait agir, c'est bien évidemment accélérer le processus de la transformation digitale. Et donc, avec la brutalité, je dirais, du choc et l'obligation pour nous tous de migrer instantanément vers un système de travail, par exemple, à distance, tout d'abord, une barrière psychologique s'est écroulée devant ce travail à distance et on a réalisé à quel point on pourrait être très productif sans se présenter physiquement au bureau. D'ailleurs, il y a des entreprises nationales qui ont décidé de migrer définitivement vers le système de télétravail. Donc, vous imaginez dans un monde où les barrières pour le commerce des biens sont en train de se dresser, d'autres devant le commerce de services vont certainement s'écrouler. Donc, ce sont des opportunités. Je pense que le Maroc et les pays maghrébins doivent s'investir davantage. C'est un train qui passe et en fin de compte, on va devoir le prendre. Donc, grosso modo, je pense la COVID est en train d'accélérer certaines réformes, certains virages qu'on est en train de prendre, mais je ne pense pas qu'il serait ce genre de choc qui va nous amener à faire marche arrière et à remettre en cause intégralement les principes de la globalisation et de la mondialisation. Merci. Merci, c'est Etienne. Nous écoutons à présent M. Jaïdi pour savoir son avis sur l'impact de la pandémie sur le processus de transformation structurelle au Maroc. À vous la parole, c'est Jaïdi. Merci, c'est Mahmoud. Je ferai peut-être une première remarque avant d'aborder cette question du Covid et de ses implications sur quelle politique mettre en œuvre pour favoriser ou accélérer la transformation productive de l'économie marocaine. C'est sur les questions de distorsion. Et là, j'épouse tout à fait l'avis de notre invité pour la raison bien simple, parce que si évidemment on fait le constat que la dispersion de la productivité des valeurs, la productivité globale des facteurs est importante aujourd'hui au Maroc et qu'il faut évidemment aller vers une convergence de cette norme, des productivités globales des facteurs. Il faut agir évidemment sur tout un ensemble d'éléments ou de dispositifs ou d'instruments que vous avez évoqués tout à l'heure, que ce soit les facteurs qui sont liés au climat des affaires, et que ce soit les facteurs qui sont liés au financement, à la formation, etc., ou à la corruption et au rôle de l'État et à la gouvernance. Je pense qu'on peut être d'accord sur tous ces aspects-là. Je dirais quand même avec une nuance qui est la suivante. Dans toute politique de développement sectoriel, il y a parfois nécessité d'avoir des systèmes d'incitation qui sont différenciés, qui sont même, je dirais, discriminants. Parce qu'on fait un choix de donner plus, je dirais, ou de favoriser mieux tel secteur, parce que l'on considère que c'est à partir évidemment du choix que l'on fait pour encourager ce secteur que l'on peut arriver à un certain nombre de résultats et d'acquis. Donc la question d'éliminer les distorsions, oui, mais pas jusqu'à aller vers une forme de neutralité des dispositifs. L'État doit garder cette possibilité de discriminer, de différencier le système incitatif en fonction évidemment de ses objectifs, à condition que cette discrimination ou cette différenciation du système incitatif ne doit pas être sur la longue durée, ne doit pas favoriser justement la création d'une situation de rente et créer des barrières à l'entrée pour d'autres acteurs. Donc la transparence et l'évaluation évidemment de l'impact de ces dispositifs, voir dans quelle mesure ils donnent les résultats escomptés et éventuellement les ajuster ou les éliminer. Nous savons évidemment souvent que dans nos pays parfois, il y a des sédiments de systèmes incitatifs qui se mettent en place et qu'on oublie dans le temps
jusqu'à ce qu'ils produisent évidemment des résultats tout à fait contraires à ce qu'on attendait, c'est-à-dire à aller vers une absence d'allocation efficiente enfin des ressources. Donc, je tenais enfin à dire cela parce que toute la réflexion évidemment réside évidemment dans cette capacité de l'État d'être ce régulateur et d'être évidemment enfin cet animateur, je dirais, enfin du dynamique enfin de développement en fonction des objectifs qu'il atteint, mais en même temps de l'auto-évaluation qu'il fait ou l'évaluation qu'il fait de ces résultats ou de ses engagements ou de ses rapports avec le secteur privé dans la création d'un climat des affaires favorable au monde d'entreprise. Le deuxième aspect, c'est évidemment le lien avec le Covid aujourd'hui. Je suis d'accord avec Italie en disant que le Covid a changé beaucoup de choses, c'est un choc. Il va certainement induire un certain nombre de révisions ou de réajustements des stratégies de nos partenaires, tenant compte du fait qu'aujourd'hui, même dans les pays du Nord, la question de la souveraineté économique devient pratiquement un thème central autour duquel va se définir demain les politiques de développement ou les politiques de croissance ou disons, les plans de relance à moyen et long terme de ces économies. Et cette notion de souveraineté est définie comme étant tout simplement une réappropriation, je dirais, de toutes les activités ou de tous les secteurs qui, à un certain moment, à partir de la dynamique de la mondialisation et de l'accélération de la mondialisation, ont pu être relocalisés ailleurs. Et donc, aujourd'hui, la question de savoir où ira cette volonté de réallocalisation ou de relocalisation, pardon, enfin, des activités qu'un certain nombre de pays ont fini par perdre dans leur dynamique, évidemment, d'insertion dans l'économie mondiale. Je pense qu'il faut être aussi prudent sur cet aspect-là. Prudent dans quel sens? Aujourd'hui, la fragmentation de l'économie mondiale est telle qu'il est impossible de revenir à un modèle ancien, c'est-à-dire où chacun des pays essaye de s'approprier tous les segments enfin, de l'activité industrielle. D'autant plus qu'aujourd'hui, ce ne sont pas que les États qui sont les agents porteurs de cette dynamique de la mondialisation. Il y a des firmes multinationales et derrière les firmes multinationales, il y a peut-être toutes les firmes et entreprises de taille moyenne ou de petite taille moyenne qui suivent évidemment enfin, les locomotives ou les grands leaders d'un certain nombre de secteurs, en tout cas les secteurs les plus avancés technologiques. Et donc nous allons voir, et on a commencé déjà à le constater, qu'il y a ces deux logiques qui vont être en tension. Les États peut-être qui veulent reprendre évidemment beaucoup de pans de leur économie perdue ou de leur industrie perdue par la pression évidemment enfin, des régions, par la pression des salariés ou des chômeurs, etc. Et vous avez aussi la logique, celle des firmes multinationales ou même des firmes de taille moyenne qui obéissent, comme disait tout à l'heure Italie, à une logique de rentabilité, logique de rendement, logique de marché international et cherchent à se localiser là où il est possible d'avoir, sans grand risque, un taux de rendement enfin plus élevé. Donc la stratégie des firmes ne va pas être modifiée. Par contre, il va y avoir une renégociation de ce rapport entre l'État et ses entreprises. On le voit déjà dans le secteur comme l'aéronautique, comme l'industrie automobile. Si ces secteurs sont dans des situations de difficulté, ils vont demander un appui de l'État, un appui financier, un appui d'accompagnement. On voit déjà des plans en train d'être mis en place par tel et tel pays dans le secteur de l'automobile et dans le secteur de l'aéronautique, parce que ce sont les deux secteurs les plus importants, peut-être aussi le secteur de l'industrie pharmaceutique demain, de la chimie et parachimie. Et parallèlement à cela, les firmes qui essaient de négocier cette marge de manœuvre qu'ils ont pour se redéployer internationalement, parce que les pays concernés eux-mêmes ont besoin, je dirais, de leaders qui sont dans la compétition mondiale. Il ne s'agit pas de regagner la capacité enfin, de développer ou de régénérer leur secteur industriel dans le cadre d'un État-nation fermé. Il s'agit évidemment enfin, de rester toujours dans cette logique de l'économie mondiale. Et au-delà enfin, de cette tension de négociation entre les États et les grandes firmes et les firmes de taille moyenne et petite qui sont dans leur giron ou qui sont dans leur écosystème, se pose la question enfin, des gammes de produits.
il est difficile évidemment de voir un certain nombre de pays européens récupérer, je dirais, l'industrie textile dans toute sa totalité, ou même l'industrie textile dans la confection. Il y a un certain nombre de niches, un certain nombre de produits qui peuvent être évidemment, et surtout les produits qui sont à haute valeur ajoutée et les produits qui ne sont pas fabriqués par une combinaison facteur-travail favorable au travail, parce que c'est une combinaison de facteurs capital-travail favorable au travail. Là où il y a le coût le moins élevé, c'est là où les entreprises vont se localiser d'une certaine manière. Donc nous aurons peut-être des formes de réallocation ou de relocalisation, mais qui sont liées qui seront différenciés selon les secteurs, si ce sont des secteurs stratégiques ou non stratégiques, si ce sont des gammes de produits de moindre teneur que d'autres, etc. Donc, et ça laisse la possibilité à des pays comme le Maroc ou des pays de la région, parce que la localisation aussi géographique et la logistique sont des facteurs extrêmement déterminants dans l'accès au marché mondial ou dans l'accès au marché européen. Donc voilà un peu pour cet aspect lié au Covid. Donc il va y avoir enfin des changements, mais je ne crois pas à ce que cette dynamique de relocalisation soit dans l'absolu. Elle va être extrêmement différenciée et l'état de la fragmentation du système productif mondial, il tient, je dirais même sa croissance, l'économie mondiale tient à justement enfin, cette maintien, cette reproduction et cette accentuation enfin, de cette fragmentation du système productif mondial où chacun des pays va négocier son positionnement dans la chaîne de valeur. Donc, d'où la question qui nous importe le plus, c'est comment, dans cette configuration du demain, au-delà des secteurs peut-être qui vont faire l'objet d'une relocalisation, et ce seront certainement les secteurs les plus stratégiques comme ceux de la santé essentiellement, la défense elle l'est déjà, ou un certain nombre de haute gamme dans les secteurs enfin, de l'aéronautique, etc., mais qui aujourd'hui déjà sont dans une situation d'oligopole entre les deux grands pour les deux locomotives en tout cas enfin, du système de l'aéronautique mondial. Quel va être peut-être demain l'impact de cette reconfiguration, même si elle est relativement atténuée, sur notre capacité, nous, des pays du Sud, et je parle ici enfin du Maroc, pour pouvoir mieux se positionner. La nouvelle étape pour le Maroc, c'est toujours aller vers plus grande diversification. Mais la question, aller vers la grande diversification, plus grande diversification veut dire quoi? Où? Dans quelle activité? Dans quel secteur? Dans quelle branche? Dans quelle niche éventuellement? Comment? C'est-à-dire, quels sont les leviers qu'il faudrait mobiliser pour atteindre évidemment des objectifs de localisation ou de développement d'un certain nombre d'activités nouvelles ou de maintien et d'élargissement des activités existantes. Et trois, par qui? Quels sont les acteurs concernés? Et quel est surtout le lien ou la relation qui doit se nouer entre les différents acteurs qui sont impliqués dans cette dynamique, l'État d'un côté, les entreprises nationales de l'autre et les entreprises multinationales qui sont aussi des agents de restructuration évidemment de cette chaîne de valeur ou de portage enfin de cette chaîne de valeur dans l'économie mondiale. Donc où ça pose la question de quels sont les avantages compétitifs et comparatifs que vous avez et comment pouvoir les créer et comment pouvoir les consolider. Cela veut dire aussi qu'il y a une réflexion à mener sur quels sont dans cette triptyque de lien entre l'environnement, les politiques et les comportements des acteurs, cette triptyque qui est déterminante pour la performance. Si on définit la performance à chercher, c'est celle de la diversification de la productivité. Dans cette triptyque, quels sont les leviers sur lesquels il faudrait agir? Comment améliorer notre environnement des affaires? Comment améliorer nos politiques industrielles dans leur finalité, dans leur objectif, dans leur mécanisme de déploiement et comment véritablement agir sur l'incitation pour les comportements des acteurs puissent adhérer à ces objectifs que définit l'État d'une certaine manière. Donc voilà enfin comment se dessine évidemment ce schéma. Et à partir évidemment de ce schéma global du lien entre l'environnement politique et le comportement, et en amont où, comment et pourquoi, on peut évidemment définir déjà quelques actions, quelques axes sur lesquels il est important pour le Maroc demain, s'il veut consolider ses gains industriels enfin dans les secteurs des métiers mondiaux,
s'il veut récupérer et régénérer ses industries traditionnelles, s'il veut aussi occuper peut-être demain des nouvelles niches dans des activités à travers évidemment ce qu'offre évidemment les changements de technologie de l'information comme possibilité dans l'industrie et dans les services, quels sont évidemment les éléments sur lesquels il faudrait agir. Tout d'abord, à mon avis, la question clé, disons essentielle au début en amont, en prérequis, c'est de pouvoir identifier quelle est votre capacité de vous positionner dans les chaînes de valeur et à quel niveau vous voulez vous positionner dans cette chaîne de valeur. Les chaînes de valeur aujourd'hui sont déterminées essentiellement par l'importance qu'ont les biens intermédiaires, je dirais, dans la configuration de l'économie mondiale. Quels sont les gains que vous pouvez avoir? Parce que nous savons très bien, sachant évidemment que les biens intermédiaires recouvrent du multitude de produits, que les biens intermédiaires sont aussi aujourd'hui le moteur enfin, du commerce international. Quelles sont donc vos capacités de vous positionner dans ces biens intermédiaires et lesquels, dans quelle filière industrielle ou dans quelle filière enfin, d'activité? Deux, quels sont le potentiel qu'offre, je dirais, la remontée de la chaîne de valeur pour le Maroc et comment l'exploiter? Comment l'exploiter par l'externalisation, par la relocalisation, par l'attractivité, par la mise en place d'un certain nombre de capacités enfin, d'attirer évidemment l'investissement étranger et de définir le meilleur lien entre le capital étranger et le capital national dans la dynamique évidemment de ce secteur. Comment renforcer les fondements de la compétitivité de votre économie? Comment réformer, comme vous le disiez tout à l'heure, les marchés pour que les marchés soient transparents, pour que les marchés soient ouverts, pour que les marchés ne soient pas bloqués dans leur dynamique par un certain nombre d'entraves, mais par un certain nombre de barrières à l'entrée, comme je disais tout à l'heure, d'où les lois d'une politique de commerce et de la concurrence qui sont transparentes et qui sont véritablement sur lesquelles l'État veille à ce que les transactions commerciales soient les plus transparentes possibles. Et comment améliorer les deux facteurs clés, enfin disons de la revalorisation de votre capacité d'attractivité enfin de l'investissement étranger, c'est-à-dire les ressources humaines et en même temps la recherche appliquée. Sachant évidemment que ce sont là des quelques orientations, axes essentiels qui permettent véritablement au monde de l'entreprise d'avoir accès à des services qui leur permettent de mieux utiliser enfin leurs ressources, de mieux les affecter en termes d'efficience et en même temps de faire en sorte que la performance soit atteinte, mais cette performance ne peut être atteinte que s'il y a aussi une bonne gouvernance de cette chaîne de valeur. Une bonne gouvernance de cette chaîne de valeur, c'est-à-dire ce sont des normes, ce sont évidemment des relations entre les acteurs qui sont dictées par un certain nombre de principes et sur lesquels tous les acteurs veillent à leur application pour que les engagements soient conformes évidemment aux objectifs à rechercher. Voilà un peu le caractère global. Maintenant, évidemment, dans cette chaîne de valeur, dans l'insertion dans cette chaîne de valeur, l'important pour le Maroc, c'est évidemment de pouvoir exploiter tout son potentiel. Et un de ces potentiels, c'est comme disait peut-être Saïd Ali, c'est le marché européen, c'est le partenaire européen. C'est chercher plus d'intégration. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les rapports avec l'Union européenne, nous sommes pratiquement à un demi-siècle de rapports avec l'Europe. Nous sommes surtout à 10 ans où nous avions négocié une nouvelle approche dite, disons, de partenariat privilégié à travers, disons, enfin, l'accord qui a été conclu enfin, à Cordoue enfin, en 2010 pour le statut avancé. Et ce statut avancé, qui était riche en termes de potentiel, peine à se mettre en œuvre depuis 10 ans. Je ne reviendrai pas enfin, sur les facteurs explicatifs de la géopolitique, d'autres aspects qui ont ralenti évidemment la capacité des deux partenaires de mieux utiliser le potentiel enfin, de cet accord, parce que cet accord était bâti sur un certain nombre de principes essentiels, ou fondateurs d'une nouvelle justement relation privilégiée, lesquels, c'est premièrement l'ALECA, l'accord, enfin de l'engagement vers une intégration plus approfondie. Ce n'est pas propre au Maroc, ça a été le cas aussi pour la Tunisie ou pour la Jordanie, mais c'est un principe essentiel. C'est cet accord, évidemment, de l'ALECA qui tarde à se mettre en place parce qu'il est bâti sur des principes essentiels sur lesquels il va y avoir des ententes. Voilà la libéralisation des services, comme vous disiez tout à l'heure, c'est à Italie.
Sauf que cette question est extrêmement complexe, parce que les services, l'ouverture des services est beaucoup plus complexe que celle de l'ouverture agricole ou celle de l'ouverture, je dirais, de l'industrie. Parce que les services obéissent évidemment à des besoins multiples, besoins différents, leurs natures sont différentes. Et même l'Europe, même si elle est ouverte enfin, sur les services, elle a quand même aussi une politique aussi de normalisation de ce service, de protection d'un certain nombre de services qu'elle considère comme étant déterminants pour sa stratégie. Il faut donc aller vers des priorités à déterminer et en même temps à une ouverture des services de manière progressive, mais à la condition que, avant cette ouverture, on ait des études sérieuses qui nous permettent de mesurer quel est l'impact de l'ouverture des services et quelles sont les priorisations et comment enfin on pourra ouvrir, mais avec une forme d'asymétrie dans l'ouverture selon l'importance que l'on donne à tel et tel secteur, en attendant évidemment son évolution et sa maturité. Deuxième chose, enfin l'ALECA, ce n'est pas uniquement enfin, des services, c'est aussi la propriété intellectuelle, c'est aussi l'harmonisation enfin, des règles enfin, de la concurrence, c'est aussi l'harmonisation des règles des marchés publics. Il y a des avancées qui ont été faites sur ce terrain-là, mais pas en fonction de ce qui était attendu, parce qu'on pensait justement qu'à travers le jumelage, ou l'opération jumelage qui a été lancée entre le Maroc et l'Union européenne, le jumelage des administrations, pour rapprocher l'ensemble de la réglementation des différentes administrations, qu'elle allait très rapidement être opérationnelle, pour nous permettre justement de disposer d'un certain nombre de normes techniques et de normes sociales qui nous habilitent à rentrer dans le marché unifié ou le marché européen sans être dans une logique de barrières non tarifaires qui vont s'opposer à nos biens parce qu'ils ne sont pas conformes à certaines normes. Donc c'est là où réside évidemment le deuxième enjeu, c'est celui des transferts des normes communautaires. Qu'est-ce qu'il s'agit de transférer? Nous avons fait un pas important dans les jumelages, dans, je dirais, la traduction de ces normes dans notre législation commerciale, dans notre législation financière. Mais elle n'est pas complète, elle n'est pas totale. Et surtout, pour que cette transformation ou ce transfert des acquis communautaires, de manière discernée, et en fonction aussi de nos normes et de nos engagements internationaux, puisse être effective et puisse être porteuse véritablement d'un renforcement enfin, de ces accords, il faudrait que le législateur marocain s'approprie aussi cette dynamique. Or, le législateur marocain est assez réticent parce qu'il considère que changer la loi, changer la réglementation, c'est une perte de souveraineté. Ce n'est pas à l'Europe de nous dicter sa norme, etc., etc. Donc, on est encore à ce stade où peut-être tous les acteurs qui fabriquent ces nouvelles normes ou qui tendent à rapprocher ces nouvelles normes vers des normes soit européennes, soit des normes internationales qui permettent justement de lever les barrières non tarifaires à l'accès au marché, n'arrivent pas encore à se concrétiser. Et dernier aspect, je disais là les cas, le transfert des acquis communautaires, d'une certaine mesure. Ce troisième, c'est celui du dialogue politique et stratégique. On ne peut pas créer une possibilité pour un pays tiers ou un pays du Sud d'être dans une logique d'intégration avec son partenaire important si cette intégration n'est pas aussi globale, n'est pas tout simplement économique, et n'est pas liée uniquement aux biens manufacturés. Parce que l'accord de libre-échange aujourd'hui avec l'Europe, c'est essentiellement l'accord sur les produits manufacturés. C'est étendre véritablement la libéralisation vers l'agriculture et en même temps avoir une approche sur la pêche qui ne soit pas normalisée comme elle l'est aujourd'hui, ou en tout cas se contraindre d'une certaine manière aujourd'hui, et aller vers un dialogue politique stratégique où les questions de sécurité, les questions de mobilité humaine, les questions évidemment enfin, de partage des valeurs, comme le dit l'Europe, soient véritablement partagées, c'est-à-dire appropriées par les acteurs, sans être dans une logique d'intégration totale, sans être dans une logique, je dirais, d'être un pays presque membre de l'Union européenne, mais un associé, et surtout si c'est un statut d'associé privilégié, il doit évidemment enfin être traduit, pas tout simplement par une forme d'aide financière ou d'accompagnement du budget, mais aussi par des accords sur des valeurs fondamentales et des accords sur des politiques, des conceptions de l'intégration dans lesquelles il y a un équilibre. Parce que nous sommes dans une situation d'asymétrie. L'essentiel, c'est d'aller vers une forme d'équilibre qui nous permette de faire converger nos économies. Et là, c'est aussi un des enjeux de la diversification productive, c'est d'aller vers une forme de convergence, pas tout simplement de
de la productivité globale des facteurs, mais de revenus, et pour être dans la convergence des revenus avec nos partenaires, il faudrait évidemment s'engager sur les différentes dimensions de ce partenariat. Merci. Donc, merci, M. Jaïdi, pour cet exposé assez exhaustif. Sur ce, nous arrivons à la fin de notre conférence. Nous remercions encore une fois nos trois intervenants, M. Ben Hammouch, M. Etali et M. Jaïdi, ainsi que notre partenaire l'UNECA. Et on vous dit à une prochaine conférence avec le Policy Center for the New South.